Bonjour et bienvenue sur le point marseillais, olympiennes, olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour encore un point sur l'actualité olympienne de ce 17 janvier 2024. On va parler du mercato bien sûr, mais avant tout cela, je tenais encore à préciser que sur la chaîne YouTube, ça sera désormais que de la vidéo. Quelques lives par-ci par-là, mais des lives que olympiens. Donc la chaîne s'est transformée à 100% olympien. Si vous voulez avoir plus de précision, regardez la vidéo que j'ai postée hier après-midi. N'hésitez pas, mettez un commentaire si vous avez envie. Maintenant, je tenais à souhaiter un bon anniversaire à la fille de Zodoberman. Voilà, donc tu m'as demandé et je te la dédicace. Allez, on y va tout de suite. On part sur l'introduction. On y va. Introduction. Et on va sur quoi? Sur l'éphéméride. On commence par l'éphéméride aujourd'hui du 17 janvier. On a 5 joueurs anciens olympiens qui sont nés le 17 janvier. Nous avons Gérard Baconnier qui a joué dans les années 70-80. Frédéric Dondenfeld qui a joué dans les années 37-38 et c'est assez ancien, il est né en 1912. Un joueur qui est né en 1898, avant la création et la fondation du club, Michel Adancourt. Un joueur autrichien, Fritz Kominek, pardon, et Alfousseni Sané, qui a joué en 2015 jusqu'en 2017. Donc c'est assez récent, je m'en souviens plus. Mais si vous en souvenez-vous, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'était comme joueur, quel profil il avait. Voilà, pour ceux qui veulent me renseigner sur cela. Allez, on va enchaîner sur quoi? Sur le jeu du jour d'hier. Et bravo à Christophe Douin, voilà, qui a trouvé le joueur. C'était bien Alain Bogossian. Bravo à toi. Alors, je vais t'inscrire sur un côté comme ça pour pourquoi pas un futur tirage, celui que je ferai pour le prochain maillot. Voilà, donc février, tiens-moi au courant. Si j'oublie, je te noterai, mais je vais te noter juste après la vidéo. T'inquiète pas. Allez, j'enchaîne avec quoi? Aujourd'hui, il n'y aura pas de joueur mystère. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui reviendront au fur et à mesure que j'aurai des maillots à vous offrir. J'en ferai. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec l'actualité olympienne, l'Olympique de Marseille qui nous met sur son compte Twitter Amin Harit qui nous parle de sa première CAN. Et oui, parce qu'Amin Harit, je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais joué de CAN avec l'équipe du Maroc. On va lui souhaiter bonne chance. Il tombe dans le groupe de Chancel Mbemba, voilà, donc il sera à côté de Aziz Ounahi. On aura 3 joueurs qui s'affrontent dans la même poule, enfin qui s'affrontent. Il y en a 2 d'un côté, du côté de Maroc, et un du côté de la République démocratique du Congo, qu'on verra ensemble bien sûr, parce que je vais, pourquoi pas, commenter ce match. D'ailleurs, ce soir, à 17h30, je commenterai le Maroc face à la Tanzanie. N'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, les amis, qu'on passe un bon moment ensemble. Et dimanche, avant le match de l'OM, un petit Maroc-Congo, pour voir un petit peu ce que font les Chancel Mbemba, Amin Harit et Aziz Ounahi. Ça peut nous permettre de les suivre un petit peu plus de plus près. Voilà les amis, et on enchaîne derrière avec l'actualité olympienne. D'abord, un petit point noir dans ce dossier-là, c'est quoi? C'est BOM qui nous relaie, RMC Sport, sur les supporters lyonnais qui étaient venus du côté du Vélodrome avant que le match soit rejoué. Vous vous en souvenez, le caillassage du bus et les supporters du FC Lyon qui avaient posé des problèmes dans les tribunes. Et là, on a les sanctions qui sont tombées. 2 supporters lyonnais ont écopé d'une peine de 3 mois ferme de prison avec les incidents de l'OM-OL, en plus d'une interdiction de stade de 3 ans. Voilà, donc ils ne pourront plus aller dans les stades de football et d'autres enceintes de sportives pendant 3 ans. Ils devront se présenter dans des commissariats quand il y aura ces matchs-là du côté de Lyon sûrement. Et ils ne pourront pas non plus sortir de chez eux sans un bracelet à mon avis, puisque 3 mois ferme à mon avis, ils ne feront pas vraiment du ferme. N'hésitez pas, pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est réglementation, justice et tout, n'hésitez pas à me préciser la chose, s'ils feront de la prison ou pas. Allez, on enchaîne derrière. On enchaîne avec quoi? Avec une bonne nouvelle cette fois, celle de Pierre-Emerick Aubameyang qui remporte le trophée UNFP du mois de décembre. Il a été élu joueur du mois de décembre du côté de la Ligue 1. Il n'a pas été élu joueur de l'OM, voilà, avec Murillo et toute sa communauté panaméenne qui a spammé un petit peu le like sur Instagram. Mais il a été élu joueur de Ligue 1 et je l'avais dit, mérite amplement ce trophée avec 4 buts et 5 passes décisives ou l'inverse, je ne sais plus, en 4 matchs. C'est des ratios de dingue. Donc, félicitations à Pierre-Emerick Aubameyang. On espère qu'il revienne dans cette moyenne, que le ketchup, il va le réouvrir. Parce que là, point de vue ketchup, il a marqué contre Thionville. Mais derrière, voilà, donc il commence un petit peu à freiner la contre Strasbourg. C'était pas ouf de ouf. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bonne chance à Aubameyang pour la suite de la saison. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec les jeunes cette fois, on passe des vieux et aux jeunes. Avec Enzo Sternal, Daryl Bacola. Lui, c'est
un crack qu'on va suivre de très près, Bakola. Il faudrait qu'il prolonge et qu'il signe pro. Pour l'instant, je ne crois pas que c'est encore fait, c'est en négociation. À voir un petit peu Bakola, c'est un joueur milieu offensif qui peut nous aider, pourquoi pas dans le futur. Il a que 16 ans, comme Enzo Sternal. Donc c'est deux jeunes, tout comme Yanis Selami, que je ne connais pas le profil, n'hésitez pas à me dire ceux qui le connaissent, qui sont convoqués avec l'équipe de France U17. Donc bravo à eux. Mettez des GG pour les 3 joueurs, Enzo, Daryl et Yanis. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec de l'actu fraîche, de l'actu qui fait plaisir. Donc le curé de l'OM nous dit « Heureux d'avoir offert l'écharpe de l'OM au nom de toute la team OM au pape François qui m'a dit que cela lui faisait très plaisir et que Marseille avait une place particulière dans son cœur. » Hashtag le pape est olympien. Donc je ne sais pas s'il est olympien, mais en tout cas c'est une belle image qu'on peut partager ensemble. N'hésitez pas à réagir si vous avez envie, les amis. Je reste pas trop sur la religion et on va tout de suite sur le sportif avec le joueur de la chemise à fleurs qui nous revient, on le voit à l'entraînement, c'est Joaquin Correa qui a enfin fait son retour du côté de l'entraînement. Donc il n'est plus blessé et il pourra être, pourquoi pas, disponible pour dimanche, le match face à Rennes au Roison Park en Coupe de France. On y va tout de suite d'ailleurs sur ce match-là. Et avant d'aller sur ce match-là, vous savez très bien qu'il y a un joueur qui va être absent, c'est Geoffrey Kondogbia. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans la vidéo d'hier, à moins que je l'ai oublié. Mais normalement, je crois que je l'ai dit. Donc, je vous le reprécise. Donc, il sera absent contre Rennes dimanche. Il sera probablement présent contre Monaco la semaine d'après. Cela dit, il y a Cordo Léani Bastien qui nous précise une chose que c'est un petit peu mon avis. C'est comme je vous l'ai dit en live hier. Mais en vrai, je suis partisan qui se soigne pour de bon. C'est comme je l'ai dit hier, vous vous souvenez, quand je vous ai dit j'aimerais bien qu'il se soigne pour de bon, qu'il prenne son temps et qu'il revienne à 100% de ses capacités. Parce qu'on a l'impression qu'il se freine un petit peu quand il est avec nous. Et c'est ce qu'il nous dit là. Et qu'il revienne dans longtemps, peut-être, mais enfin sans pépin. Ça se voit tellement qu'il ne s'engage pas pour de bon. C'est trop handicapant pour notre milieu, car du coup il se colle à la défense et ne suit pas les pressings de l'équipe. Voilà pourquoi j'aimerais bien que Kondogbia prenne son temps. Voilà, on aura Onana qui sera remplaçant entre-temps avec Verretou à ses côtés. Il y aura un retour de Rongier qui va arriver dans pas très très longtemps. Voilà, on espère que Kondogbia se soigne déjà le plus vite possible et qu'il se soigne et qu'il revienne à 100%. N'hésitez pas à réagir sur cela. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Et on va maintenant sur le match qui nous concerne pour dimanche. Je vous l'ai déjà montré il y a déjà 2-3 jours, je crois. Bon, certains le relayent, donc je vous le relais. Comme ça, vous êtes au courant de la chose. Voilà, donc c'est bien Jérémy Pignard qui sera l'arbitre au Roison Park pour ce Rennes Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France. Est-ce que vous êtes confiants, les amis? Je vous ai fait les statistiques de Jérémy Pignard avec l'OM. C'est 2 défaites et 2 matchs nuls en 10 matchs. Donc 6 victoires avec Jérémy Pignard. C'est plutôt positif. Et les défaites, c'était contre 2 équipes, Lille et Lens, 2 équipes du Nord. Donc Rennes, c'est plutôt la Bretagne. Je pense que c'est bon. On va manger quelques galettes, quelques petites omelettes et ça fera du bien. Allez, on continue avec un arbitre justement. Je voulais parler de cet arbitre-là qui s'est fait agresser pendant un match du côté de la Ligue de Paris. Bon, ce n'est pas très important, mais c'est juste pour noter la chose. On a toujours fustigé envers l'arbitrage, nous, côté marseillais et tant d'autres, pour les critiquer, pour les insulter. Mais là, c'est une chose à faire, il faut les protéger aussi. Ils n'ont rien à voir parfois dans des matchs. Et là, il se fait cracher dessus, insulter, menace de mort et coup avec une barre de fer. Je l'ai vu, elle est dans les réseaux sociaux, ça traîne. Et il s'est pris un coup de canne par-dessus la tribune. Il passait dans le couloir et il s'est pris dans la tronche. Vous voyez, il est griffé, je ne sais pas s'il est ouvert. Mais en tout cas, ça n'a pas lieu d'être dans le football. Voilà, donc on va soutenir cette personne-là et en espérant que ça aille mieux dans le futur pour les autres arbitres, même si on le sait, le football et le monde actuel, ça part à volo, on le sait, c'est pas de maintenant. Et ça va pas s'arranger. Allez, on y va maintenant avec le Mercato, les amis. On y va, let's go, cacao, le Mercato. Avec la Minute OM qui nous dit que tout est bouclé pour le transfert de Renan Lodi à Al Hilal. Alors, il ne nous précise pas la chose, combien, pour combien de temps, ici et là. Mais je vous le précise juste derrière, regardez, hop là, let's go cacao. Donc Team OM officiel qui nous relaye l'équipe, donc c'est les plus informés là-dessus, qui nous dit que l'OM et Al Hilal se sont mis d'accord pour un prêt avec obligation d'achat, je vous l'ai déjà dit, mais la somme, maintenant elle est plus précisée, c'est de 23 millions d'euros pour le Renan Lodi pour le transfert pour l'OM, donc ils seront donnés plus tard, plus 2 millions d'euros de bonus. Donc ça fait bien les 25 millions qu'on avait parlé hier, il me semble. L'officialisation pourrait intervenir dans la soirée. Donc c'était hier soir. Peut-être que dans la nuit, il y a un décalage horaire. Peut-être que ça se fera. Peut-être qu'on aura la bonne nouvelle demain matin ou la mauvaise pour ceux qui voulaient qu'on le garde à l'OM. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Pour Lodi, il va tripler son salaire. Il avait 300 000 environ à l'OM. Il va passer à 900 000, pratiquement 1 million par mois. Je peux le comprendre. Vous en souvenez de son interview, sa conférence de presse à l'OM quand il l'a fait, je crois qu'il n'en a fait qu'une, hein,
pendant un avant-match où il avait pleuré quand on lui a posé une question sur son passé. Voilà, il a dit je viens des quartiers défavorisés, j'avais pas d'argent, j'étais soit je devais devenir dealer, soit footballeur. Je suis devenu footballeur, j'ai réussi à m'en sortir. Et il s'en souvenait de son passé, il a un petit peu pleuré. Voilà, donc ça va lui permettre de mettre sa famille à l'abri à 25 ans, 26 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, bonne chance à lui. N'hésitez pas à le dire dans le chat, dans le commentaire, pardon. Bonne chance à Renan Lodi. Allez, maintenant, on va voir ses remplaçants, justement. Et nous avons la deuxième recrue après Jean Onana, Ulysse. Ulysse revient, j'en ai parlé hier. Donc Ulysse, il revient pas, mais il vient plutôt. Garcia est olympien. Voilà, en plus ça rime. Il revient et il est olympien. L'Olympique de Marseille annonce la signature d'Ulysse Garcia en provenance du BSC Young Boys de Bern. Le latéral s'est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Alors, il y a tout un texte là. J'ai mis plus ou moins en surbrillance ce qui est important à noter. Dans l'un des clubs les plus titrés de Suisse, Ulysse Garcia participe au retour au premier plan des Young Boys de Bern. Il a eu 6 titres majeurs là-bas en 4 championnats de Suisse, plus 2 coupes de Suisse. C'est quand même intéressant, au moins il a des trophées, il a de l'expérience en plus, il a 28 ans je vous rappelle. 5 années passées du côté de Berne, le latéral de 28 ans. Ce dernier dispute 195 matchs avec Young Boys, inscrit 12 buts et délivre même 40 passes décisives, c'est quand même un joueur assez offensif pour un latéral. Je vous dis, ça ressemble un petit peu à un profil à la Tavalej de Wish. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui l'ont vu, ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire. 36 matchs européens, dont 21 de Ligue des Champions, donc il a de l'expérience européenne, lui ouvrant ainsi les portes de la sélection suisse avec laquelle il participe aux campagnes de qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui ne participera pas malheureusement pour lui, et à l'Euro 2024. Il a fait les derniers matchs, donc pourquoi pas, on le verra même pendant l'Euro, qu'il prenne de la valeur et qu'on le revende après, au bout de 6 mois. Pourquoi pas. Voilà, vu que ça fonctionne comme ça l'OM. Allez, avant de partir sur l'autre mercato, je tenais à préciser que RMC a un peu taillé le joueur. Regardez, Paulo Breitner qui travaille chez RMC nous dit sur Ulysse Garcia. Un joueur de 28 ans, bon, qui joue dans le championnat suisse, ça n'existe pas. Si Ulysse Garcia est titulaire à l'OM, c'est qu'ils sont en deuxième division. Il va le multiplier son salaire par 3. Donc ça, le salaire, à mon avis, non. On est encadré de la masse salariale. Il ne multipliera pas son salaire par 3. Ça va tourner autour des 100 000 euros, à mon avis. Et là, il critique Garcia, le niveau de Garcia, en disant que si l'OM le met en titulaire, l'OM se dirigerait vers la deuxième division. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de monsieur Paulo Breitner? Allez, on enchaîne avec quoi? On va sur l'autre écran maintenant pour voir un petit peu les points précis, les choses à savoir sur Ulysse Garcia plus précisément. Allez, je vous lis ça. C'est la deuxième recrue du mercato hivernal, bien sûr. Le Suisse latéral gauche de 28 ans qui évolue au Young Boys de Berne vient de s'engager avec l'OM, on l'a vu. Il s'engage pour 4 ans. Par contre, là, c'est long, hein, je trouve. 4 ans et demi. Donc, il finit cette saison et il aura encore 4 ans. Donc, jusqu'à 32, voire presque 33 ans, il va jouer à l'OM. Enfin, il aura un contrat au bout du compte jusqu'à 32-33 ans. Cela dit, dans le football, 32-33 ans, ça avance très vite. Regardez Jonathan Klaus qui a 31 ans, ça se voit pas. Il court comme une gazelle, donc ça ne se voit pas. Et Aubameyang, il a 34, il a encore 3 ans de contrat. Un profil polyvalent et offensif. Latéral gauche, capable d'évoluer. Alors, attendez. Plus haut, parce que je vois pas là, plus haut, pardon, excusez-moi, en piston, donc il peut jouer en piston, à l'aise dans une défense à 4, ou comme dans l'organisation actuelle, à hauteur de Geoffrey Kondogbia et de l'autre côté du terrain, Jonathan Klaus. À l'automne, des médias suisses n'ont pas hésité à le qualifier de meilleur latéral gauche du championnat suisse, bien sûr. Donc au moins, il est flatté. Voilà, il est flatté. Il y a marqué flatteur. Né au Portugal, dans une famille aux origines capverdiennes, Garcia a grandi outre-Jura. Il a porté le maillot helvète de toutes les catégories d'âge depuis les U16. Donc depuis tout jeune, il est en sélection nationale suisse de la Nati. Après avoir été formé au Grasshopper de Zurich, il est passé par l'Allemagne au Werder de Brême, Nuremberg, avant de signer au Young Boys en 2018, où il s'est imposé. Allez, dernière petite chose à savoir, il n'est pas encore indéboulonnable avec la Nati. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu des chances, il a eu 7 sélections. Il a notamment disputé l'intégralité de la dernière rencontre contre le Kosovo, comptant pour les qualifications pour l'Euro. Mais cela dit, en fin 2022, comme je vous l'ai dit, il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Donc là, c'était peut-être un problème. Allez, je descends un petit peu la dernière info. Une expérience européenne, justement, on en a parlé juste avant. Il compte une vingtaine de matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette saison, il était titulaire à chaque sortie des Suisses, de Young Boys, face à City, face à Leipzig et face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Tout au long de son parcours, il a aussi une quinzaine de rencontres d'Europa League. Donc il a quand même un niveau européen, il a joué pas mal de matchs en Europa League. Alors je ne vais pas dire qu'il a marché sur l'eau sur ces matchs, mais au moins il connaît ce niveau-là. Donc il ne sera pas perdu, à mon avis, je l'espère.
Je l'espère, je touche du bois. Toutes compétitions confondues, pardon, il a joué 195 matchs avec Young Boys. S'il n'est pas connu du grand public, c'est un joueur rompu aux différents exercices qu'il déboule à Marseille. Donc on va lui souhaiter bonne chance encore une fois. Et on va préciser 2-3 choses sur le mercato en général. Côté Provence, comme ça je reviens pas, je reviens sur l'autre actu après. Encore un latéral gauche et un élément à vocation offensive. Ça, c'est sur le mercato qu'on se profile. Donc on va parler après d'un attaquant qui a presque signé, qui va signer dans pas très longtemps. Mais là, c'est en plus de l'attaquant qu'on va signaler, que je vais vous annoncer tout à l'heure. Donc ça fait un latéral gauche, donc Ulysse Garcia, plus Jean Onana, plus l'attaquant qui va ou qui a déjà signé, voilà, qui va signer du côté de la Côte d'Ivoire. Je vais en parler tout à l'heure. Et maintenant, encore un latéral gauche. Donc on va citer le nom peut-être tout à l'heure. Et un élément offensif, plutôt dans la création, voire ailier. On va voir ça. Donc ça ferait 5 recrues finalement, avec des départs qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, Ulysse Garcia pourra postuler à une place dans le groupe de la Coupe de France pour les 16e de finale contre Rennes dimanche soir, étant donné qu'il sera qualifié. C'est la Provence qui nous précise ça. Donc au moins, c'est pratiquement officiel. Il pourra être là dimanche et on pourra le voir du côté du Roison Park. On continue. Cela dit, si la piste menant au Rennais, voilà, donc le latéral gauche que je voulais vous citer, c'est Adrien Truffert. Vous avez entendu parler, 22 ans, français, international bleu à une reprise. Donc c'est un joueur qui a un certain niveau. Reste d'actualité malgré sa complexité, l'état-major olympien planche aussi sur d'autres profils, tout en cherchant encore un élément à vocation offensive. Donc si ça ne se fait pas pour Truffert, il y a toujours d'autres pistes. Voilà, ce n'est plus Josh Doig de l'Hellas Vérone, c'est peut-être un autre latéral gauche qu'on a peut-être cité dernièrement, je ne sais pas quand, mais c'est peut-être un latéral gauche qu'on n'a pas cité. On verra bien, si ce n'est pas Truffert, ça sera un autre. Et après, il nous précise qu'il y aura un élément offensif en plus dans le mercato. Allez, on retourne sur l'autre actualité les amis, hop, on enlève ça. Donc Polo Breitner, next. Allez, on y va et on va sur l'attaquant. Alors, Faris Moumbagna, pour ceux qui suivent le point marseillais, voilà, j'ai parlé de ce joueur-là. J'ai parlé de ce joueur-là le 26 décembre exactement. Donc ceux qui veulent voir la vidéo, n'hésitez pas à regarder si vous croyez que je mens. Donc j'avais proposé ce joueur-là, donc le 26 décembre, à la 16e minute et 3 secondes exactement. J'ai passé le profil ce joueur-là. Faris Moumbagna, c'est un joueur camerounais qui est en passe de signer à l'OM selon Fabrice Hawkins, journaliste du RMC Sport. Accord entre Marseille et le FK Bodo Glimt, c'est un club norvégien, pour le transfert du Camerounais d'environ 8 millions d'euros, un contrat de 4 ans et demi. Donc comme le joueur Ulysse Garcia. Donc il aura la moitié de cette année-là et 4 ans encore après. Cela dit, lui, il n'a que 23 ans. On continue pour cet attaquant. Je vais vous préciser plein de choses. Alors, selon Santi Aouna de Foot Mercato, ils l'ont déjà fait le montage là, vous le voyez, Faris Moumbagna passera sa visite médicale directement en Côte d'Ivoire. Donc ça va se passer pendant la CAN. Si tout est OK, l'attaquant camerounais signera un contrat de 4 ans et demi, comme on vient le signaler juste avant. Voilà, il y avait l'équipe qui l'avait relayé juste avant, mais j'ai pris Santi Aouna parce que la photo, elle était belle avec le maillot de l'OM. Voilà, tout à fait. Allez, je continue avec des précisions sur le profil du joueur, les défauts et les points positifs. Au moins, on en sait plus sur le joueur. Allez, je vous lis ça, c'est Datascout. C'est un bon site, voire compte Twitter, qui précise beaucoup de joueurs mondiaux, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, les points positifs de Faris, c'est ça son prénom? Faris, oui. Faris Moumbagna. Donc, les points positifs, c'est qu'il est rapide, très bonne qualité physique. Je vous l'ai dit, c'est un costaud, il est lourd. 1m85 pour préciser la taille. Excellente finition. Donc, c'est un joueur qui est efficace devant les buts. Voilà, pour les mettre au fond. On attendait ça depuis longtemps. Placement très efficace en contre-attaque. Donc, il se place bien pour les contre-attaques. Il sera, j'espère, pas trop hors-jeu. Intelligence de jeu. Donc, il est intelligent dans le jeu. Peut-être pour les remises, en une touche, décider là, peut-être. Et bonne présence aérienne. Il a un jeu aérien qui est plutôt plaisant. Donc, ça nous manquait aussi offensivement. Je vous l'avais dit. Il nous manque un joueur qui soit bon de la tête offensivement. Aubameyang, il a mis un but dernièrement de la tête, ou peut-être 2, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, regardez, Vitinha, il est dégueulasse de la tête. Les autres joueurs offensifs, ils sont dégueulasses de la tête. Il n'y a que les joueurs défensifs dans notre équipe qui sont bons. Gigot, Balerdi, Mbemba, Kondogbia, voilà. Et après, regardez les autres, j'en trouve pas d'autres. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le dire, mais j'en trouve pas d'autres. Voilà, donc dans les points positifs, il y a de bonnes choses. On voit que c'est un joueur qui va être plutôt efficace à la fin pour réaliser, pour les mettre au fond. Voilà, ça ne sera pas trop un joueur qui va produire du jeu, qui va construire le jeu, partir de loin, à mon avis. Et on voit les points négatifs. Les points négatifs, peu d'implication défensive. Donc déjà, il ne va pas recaler dans le jeu, faire un effort comme un Sanchez par exemple, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas le meilleur dribbleur, je viens de vous le dire, peut-être en conduite de balle, ça va pas être le plus technique du monde, mais cela dit, vu qu'il a un physique imposant, peut-être qu'il va réussir à passer en force, en espérant qu'il n'y ait pas faute, hein. N'est-ce pas les Lensois là qui réclament une faute du côté de Bollard l'année dernière contre Sanchez, 60 kilos contre 90, mais bon c'est pas grave. Aucune expérience dans un gros championnat, voilà, donc ça aussi il faut le noter, et une seule grosse saison. Donc il a fait une grosse saison cette année, où il a marqué, on va voir ça sur sa fiche Transfermarkt, pas mal de buts. Pas forcément très à l'aise face à un bloc défensif bien en place. Donc il n'arrive peut-être pas à trouver la solution dans les petits espaces. C'est un joueur, un gros gabarit, hein, 1m85. Il doit faire au moins 80 kg, je pense, pas loin. Et a tendance à choisir ses courses pour garder son énergie. C'est un gros gabarit. Je pense que c'est très intelligent. Ça, c'est plutôt presque un point positif pour moi. Vous voyez, il met en point négatif, mais il choisit ses courses. C'est un peu comme, allez, toute proportion gardée. Vous savez, Messi. Messi, on lui a posé plusieurs fois la question, pourquoi vous ne courez pas? Pourquoi on vous voit toujours marcher? Et il dit je cours juste au moment où c'est important. Enfin, je crois qu'il avait dit un comme ça. N'hésitez pas à me relayer ce qu'il avait dit exactement. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire peut-être quand on a un profil comme lui. Voilà, il a un gros profil. S'il court trop dans le match, il va peut-être se fatiguer plus qu'un petit gabarit. Et c'est plutôt un point positif dans son style de profil. Ça, c'est mon avis. Voilà, ils auraient dû peut-être le mettre en bas entre les deux. Allez, je continue justement avec la précision du joueur. Vous l'avez en graphique. Tout ce que j'ai dit là, vous l'avez en graphique. Vous voyez Mumbagna qui est en rouge. Vous voyez qu'il est efficace puisqu'il y a la pointe en but. Voilà, il marque pas mal de buts. Il est efficace. En faute subie, il subit beaucoup de fautes. Donc, il provoque les joueurs. Il va au contact, à mon avis. C'est ce que je m'imagine la chose, hein. Il va au contact, il n'a pas peur. Surtout qu'il est physique. Donc, il doit recevoir des fautes sur lui. J'espère qu'il n'a pas de blessure pour l'instant. On regardera ça tout à l'heure. Et derrière, dans les duels aériens, vous voyez une autre pointe. Donc, il est bon dans le jeu aérien. Donc, on a 3 pointes. Les buts efficaces, que ce soit au pied ou à la tête. De la tête, il est bon. Et aux fautes qu'il subit, il va au contact. Derrière, vous avez, donc par rapport aux autres joueurs médians, les autres attaquants médians, c'est-à-dire la moyenne des joueurs européens de 23 ans, il est un petit peu en dessous de la moyenne. Voilà, par rapport à un Vitinha, par exemple, dans le point de vue rendu défensif, il sera moins bon, à mon avis. On ne va pas voir un même style de joueur de Vitinha d'aller faire le pressing comme il fait comme un chien, quoi. Voilà, c'est pas le même style. Allez, je continue. Alors, la fiche Transfermarkt, je l'ai fait la dernière fois. Regardez la vidéo du 26 décembre. Voilà, regardez, vous l'avez précise. Je ne l'ai pas mise là, mais si vous voulez la voir, n'hésitez pas à regarder la vidéo du 26 décembre. C'est à la 16e minute, si vous voulez être plus précis sur Mumbagna. Allez, j'enchaîne justement avec le joueur qui est au même poste, les amis, et c'est Vitinha. Voilà, donc ça tombe d'un côté on va recruter un joueur offensif, donc un attaquant de pointe. C'est un attaquant de pointe, c'est pas un ailier, hein. Mumbagna, il jouera en pointe. Et on a Vitinha qui est sur le départ. Lui, c'est pareil, c'est un attaquant de pointe. Il peut pas trop jouer sur un couloir, hein. C'est pas vraiment ses qualités. Techniquement, c'est pas ça. Vitesse, c'est pas ça. Voilà, donc il y avait l'efficacité, mais pour l'instant, il l'a pas trouvé à l'OM. Et là, Sébastien Denis de Foot Mercato nous parle donc d'un probable départ de Vitinha. On va lire ça. L'arrivée de Faris Mumbagna fragilise Vitinha. L'OM a reçu des marques d'intérêt depuis le début du mois pour l'attaquant portugais. L'OM ne fera rien, excusez-moi, pour retenir Vitinha en cas de belle offre. Tout peut arriver d'ici le 31 janvier pour lui. Donc, on s'en souvient, la Provence avait relayé une somme minimale, c'est pas grave, une somme minimale, voilà, pas maximale, concernant Vitinha pour un départ. Il nous avait sorti, je crois, 20 millions. Si je ne me trompe pas, c'était à partir de 20 millions. Il y aurait probablement des discussions sérieuses autour de Vitinha. Voilà, donc je vous redemande encore à vous, à partir de combien vous estimez la valeur de Vitinha maintenant pour un départ? Voilà, c'est à vous de choisir. Allez, donnez-moi, on l'a déjà vu ensemble, mais si vous voulez encore meubler la chose, parlez-moi de Vitinha, les amis. Justement, Vitinha, on continue avec la Minute OM qui nous précise peut-être plus de choses. Concernant Vitinha, des intermédiaires ont également sondé plusieurs clubs. Pour l'instant, le club est confronté à un problème. Ils veulent vendre certains joueurs, mais aucune offre n'arrive sur la table. Là, on parle de tous les joueurs olympiens, pratiquement. Certains joueurs refusent de partir, comme Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr. Ils veulent s'imposer à l'OM. Donc, Iliman Ndiaye, qui avait fait de bons matchs avant la trêve hivernale. Sarr, c'est plutôt l'inverse. Il avait presque bien commencé, je vais dire. Il marquait quand même des buts. Mais là, on le voyait de moins en moins. Peut-être par rapport au changement de formation de dispositif de Gattuso, en passant en 3-5-2, pardon, 3-4-5-1, j'allais dire, 3-5-2, et ben, soit il joue dans les deux de devant, mais ça fonctionnait pas quand il est rentré dernièrement, soit moi, j'avais une idée de le mettre en profil de piston. Mais là, vu qu'on recrute dans les côtés, ça va être difficile de voir Sarr s'imposer.
J'espère pour lui qu'il aura du temps de jeu et qu'il réussisse surtout à l'OM. Voilà, s'il doit rester. Par contre, s'il ne doit pas rester, ben, je lui souhaiterais bonne chance à Ismail Assar. Mais Iliman Ndiaye, moi, je lui laisserai sa chance. Il a vraiment de bonnes choses à faire dans les deux de devant, pourquoi pas. Et pourquoi pas juste même derrière dans le poste de créateur offensif. Voilà, ce que je réclame moi à la place d'un Amin Harit quand il n'est pas là. Allez, je continue. Petit rappel pour Azzedine Ounahi, il n'est pas sur le départ, nous précise la Minute OM, qui insiste beaucoup, hein. On le voit, c'est presque son petit frère ou son ami, je ne sais pas, la Minute. Dis-moi si tu es de sa famille. Mais en tout cas, il insiste beaucoup sur Ounahi en disant qu'il ne partira pas. Moi, je l'ai déjà dit, hein, mon avis sur cela. N'importe quel joueur peut partir. Je ne suis pas insider, je ne suis pas un mec qui invente des rumeurs ou qui a des infos peut-être. Mais moi, je vous dis par rapport à ma cervelle, mon cerveau, que tous les joueurs de l'OM peuvent partir. Il suffit un peu d'argent. Regardez Lodi. On fustigeait envers son niveau, mais on ne s'attendait pas à son départ comme ça. C'est rapide hein, que c'est fait. Hein. Voilà, il suffit d'un club d'Arabie Saoudite ou n'importe qui. Sur Azzedine Ounahi, n'oubliez pas qu'il était suivi cet été par des clubs d'Arabie Saoudite. Une offre autour des 20, 30, je ne sais rien combien de millions d'euros. Et il partira, hein, comme tout le monde. Dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous en pensez du dossier d'Azzedine Ounahi? Est-ce que vous pensez qu'il puisse partir? Et à partir de quelle offre? Voilà, quelle offre? Allez, il ne reste plus que 2 semaines avant la fin du mercato. C'est vrai, on est vraiment à la moitié. Un peu dépassé même, puisque c'est jusqu'au 31. Donc on a un peu dépassé la moitié. Pour l'instant, on n'est pas loin de finir le mercato. On espère que ça se profile un petit peu plus vite. Et d'ici Monaco la semaine prochaine, que ce soit terminé dans la semaine prochaine. Voilà, après le match de Rennes, je pense. Parce que là, avant le match de Rennes, à mon avis, on n'aura pas l'autre piste offensive, à mon avis. Et peut-être même le latéral gauche titulaire. Ça va être difficile de l'avoir avant. Si on l'a avant, c'est tant mieux. Si on l'a juste après, ça serait bien aussi pour avoir de la préparation pour le match de Monaco la semaine prochaine. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec les pistes qui sont plus ou moins de côté pour les pistes offensives. C'est pas l'attaquant. Hein. L'attaquant, on a vu, c'est Moumbagna qui devrait signer. Les pistes offensives comme ailier ou créateur derrière les attaquants. Alors, nous avons qui? La Minute OM qui nous dit que, en plus de Marseille, Giovanni Reina a été proposé par Jorge Mendes à Lyon et l'AS Monaco. L'entourage du club privilégie un départ en Liga. N'oubliez pas, hier je vous l'ai relié ou avant-hier, le FC Séville et la Real Sociedad s'intéressent aux joueurs. Donc, lui, il veut aller en Liga. Donc, s'il ne veut pas venir à l'OM, moi je dis next, dégage. Petit malpropre. Voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, pour Giovanni Reina? Voilà, n'hésitez pas à réagir dessus parce qu'on va enchaîner sur un autre dossier qui a à peu près presque le même rôle. C'est lui, l'Algérien Benrahma Saïd de son prénom. L'OM a formulé une première offre à West Ham pour Saïd Benrahma. C'est Santiaouna de Foot Mercato qui nous relaie. Donc c'est une personne qui a quand même des infos aussi, comme la Minute OM, comme d'autres que je relaye à chaque fois. Prêt avec option d'achat proposé par l'OM. Proposition refusée par les Hammers. Les Hammers, les jambons de l'Ouest. Intérêt de Lyon, de Brentford et des Wolverhampton, selon Seb Nonda. Derrière, il y a les précisions, je vais vous les noter. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà du dossier? N'hésitez pas à réagir. Et je vais là, regardez, les précisions. Selon Foot Mercato, l'OM a fait une offre de prêt avec option d'achat pour Saïd Benrahma. Proposition refusée par les jambons de l'Ouest, qui réclament 23 millions d'euros pour le joueur. Donc ça, c'est les premières approches à mon avis. À mon avis, il y avait un intérêt, dernièrement, quand on en parlait la semaine dernière, juste un intérêt, un appel comme ça. Et là, il y a eu une proposition d'offre pour un prêt avec option d'achat de l'OM. Et là, ils ont répondu, les Anglais, ils ont dit non, nous, on veut le vendre sèchement, 23 millions. Derrière, ça va continuer peut-être à discuter et peut-être qu'on arrivera à s'entendre ou pas, je ne sais pas. Allez, je continue sur ce dossier, juste pour préciser 2-3 choses. On a la Minute OM qui nous relaye. Pour le reste du mercato, pour l'instant, les 2 priorités du club actuellement sont Adrien Truffert et Saïd Benrahma. Je continue sur Saïd Benrahma. Je reviendrai tout à l'heure sur Truffert. Allez, on y va, let's go. Cacao, est-ce que je reviens sur Truffert tout à l'heure? Non, je ne reviens pas sur Truffert, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à réagir sur Truffert. Allez, on continue sur Saïd Benrahma. Je ne sais pas si j'avais fait sa fiche Transfermarkt, je crois que je l'avais fait assez vite, parce que ça me semblait un petit peu loufoque comme piste. Mais maintenant, je vous la fais un peu plus détaillée. Alors Saïd Benrahma, joueur de 28 ans, algérien, qui n'est pas à la CAN. Donc ça, c'est important à préciser, parce que si on le recrute maintenant, on pourrait l'avoir directement maintenant, avant la fin de la CAN. Donc il est du côté de West Ham, contrat jusqu'en 30 juin 2026, 22 millions de valeur Transfermarkt en estimation. C'est la somme que réclame pratiquement West Ham, donc 23 millions, c'est presque pareil. Il peut jouer en poste, vous le voyez, ailier gauche, c'est son premier poste, il est droitier, il repique dans l'axe pour frapper peut-être de pied droit, un petit peu, allez, toute proportion gardée, je vais dire comme un Ocampos, mais peut-être moins fort, voilà, pas même profil de joueur exactement, mais vous voyez ce que je veux dire, un droitier à gauche, comme un gaucher à droite, sur son faux pied il rentre.
Ensuite, il peut jouer ailier droit, donc dépanner sur l'autre côté, c'est déjà bien qu'il soit polyvalent. Et milieu offensif, c'est ce que je disais, il nous faut peut-être un joueur dans ce domaine-là qui soit polyvalent, qui soit aussi créateur. Alors on va voir s'il est créateur vraiment dans le jeu, notre cher Saïd Benrahma. Donc contrat jusqu'en juin 2026, 22 millions, il est droitier comme je l'ai dit, il est algérien, il joue avec la sélection algérienne. Cela dit, il n'est pas à la CAN. Je précise, cette saison, c'est pas terrible, c'est 22 rentrées, ou 22 matchs si vous voulez, pour 1200 minutes. Une passe décisive. C'est pas énorme comme stat. C'est pas vraiment énorme comme stat. Alors, pour préciser la chose, pour voir un petit peu le profil du joueur, je vous ai mis le graphique que nous a préparé l'équipe. Et c'est Opta, un graphique de Opta. Merci à Fabien de l'avoir relayé, je l'avais oublié celui-là. Et voilà, donc c'est précieux à la création. Voilà, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, c'est un joueur créatif. Alors, je ne vais pas dire que ça sera le meilleur choix possible, parce qu'il y en a d'autres peut-être dans l'Europe, dans le monde entier. Je me rappelle d'un Thiago Almada, ça aurait été pas mal, mais c'est trop cher pour nous. Il y a l'Atlético Madrid qui est dessus, qui propose plus de 20 millions. Est-ce qu'on peut proposer plus de 20 millions maintenant sur un joueur? Je ne sais pas, il faut voir. Hein. Parce que si là, on se profile sur des joueurs comme ça, peut-être qu'on peut proposer 20 millions sur un joueur. N'hésitez pas à me donner vos joueurs que vous voulez, vous, en milieu offensif créatif. Hein. Je vous l'ai déjà demandé, vous ne l'avez pas cité, donc n'hésitez pas encore. Allez, classement par rapport aux autres attaquants des 5 grands championnats européens depuis le 16 octobre 2020, jour de la signature de Saïd Benrahma à West Ham, minimum 900 minutes de disputé. Voilà, donc là c'est un graphique par rapport aux autres joueurs en Europe. Alors quand vous voyez un chiffre, par exemple 87, 93, 87, 88, 74 je crois, oui, et 58 et 30 et 35, c'est le pourcentage, comment dire, il y a marqué en dessous. Voilà, il y a marqué en dessous, je vous le donne l'exemple. Saïd Benrahma a délivré plus de passes décisives que 87% des attaquants avec lesquels il est comparé. Voilà, c'est par rapport à un autre attaquant moyen en Europe, il a délivré plus de 87% de progression de balle au pied, 93 de ballons récupérés. Il a été 35 de ballons touchés dans la surface adverse. Donc, ce n'est pas un joueur qui est vraiment dans la surface adverse. Il ne marque pas beaucoup de buts, 30%. Donc, c'est moins que les autres joueurs à son poste. Par contre, en passe décisive, 87% meilleur que les autres, 58% meilleur que les autres, un peu plus que la moyenne en termes de tirs dans un match, et 74% de centres réussis, 74% de centres réussis par rapport à d'autres joueurs, comme 88% de dribbles réussis. Donc c'est un joueur qui va dribbler, vous voyez 88%, progresser avec le ballon au pied, donc il va un petit peu gratter le ballon. Ah, j'espère qu'il ne le perdra pas tout le temps. Un ballon récupéré, il en récupère quand même pas mal, 93% meilleur que les autres. Donc il fait quand même les efforts pour récupérer le ballon. Passe décisive, il est précieux. Donc c'est quand même un joueur qui sera peut-être important dans le grattage de ballon devant pour essayer, pourquoi pas, de progresser vers l'avant, provoquer et donner des passes décisives. Et c'est ce qui nous manque peut-être, vraiment un joueur comme ça. Voilà, ça ressemble un petit peu au Ocampos. Alors, je ne vais pas dire encore Ocampos une fois, mais je pense un petit peu à Ocampos quand je pense à un joueur comme ça. N'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce graphique? Et pour terminer sur Benrahma, voilà, on ne va pas rester 200 ans, mais c'est un joueur qui peut nous plaire pour certains, ceux qui l'aiment. Donc, il a 255 000 € de salaire en ce moment par mois. Ça peut peut-être poser problème avec l'encadrement de la masse salariale. Ça, c'est le salaire actuel. Alors, est-ce qu'il fera peut-être un effort pour venir à l'OM? Peut-être qu'il a des attaches du côté de Marseille, peut-être qu'il va descendre à 200 000. On espère, pourquoi pas, si bien sûr il y a un joueur de ce domaine-là qui vient à l'OM. Est-ce que vous êtes hypé par Saïd Benrahma? N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous préférez un autre joueur? Donnez-moi votre nom préféré. Allez, on va sur ces joueurs de domaine offensif. On a Luis Enrique qui est sur le départ. Il ne joue pas, il ne joue plus, puisqu'il est mis de côté pour pas qu'il se blesse, bien sûr. Ça me dérange, ça. Quand il y a un joueur qui va partir, qu'on le met de côté, qui joue pas, qui peut pas jouer parce que, voilà, donc il est sur le départ. J'aimerais bien qu'on profite un petit peu des joueurs. Contre Strasbourg, on aurait aimé, pourquoi faire rentrer, pourquoi pas lui ou un autre. Voilà, il faut se servir des armes quand on en a. Quand on n'en a pas, je veux bien, mais quand on en a, on s'en sert. Alors, de retour à Marseille, après une saison à Botafogo, Luis Enrique est une des cibles de Galo pour 2024. Alors, Galo, c'est le coq en brésilien ou en portugais. Ça veut dire l'Atlético Mineiro. C'est le club de l'Atlético Mineiro. Je l'ai mis en bleu, regardez. Pour l'embaucher, Galo, donc l'Atlético Mineiro, devra débourser environ 7 à 8 millions d'euros la demande initiale de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc pour l'instant, on en reste là. Il y a juste un intérêt de l'Atlético Mineiro. Ils n'ont pas commencé à offrir quelque chose. C'est juste une demande. Donc l'OM demande 7 à 8 millions d'euros. Peut-être que ça va se faire. Est-ce qu'ils ont de l'argent de l'Atlético Mineiro? J'espère que oui. Sinon, non pas. Ben, next. Allez, on enchaîne.
On enchaîne avec un autre joueur offensif qui sera peut-être sur un départ. J'ai oublié de le relier hier, je suis désolé. Voilà, je l'ai lu et j'ai complètement zappé de le faire. Voilà, voilà, c'est pas grave. Je vous le relais maintenant, c'est pas grave. On n'est pas un jour près. Hein. Vous avez toute l'actualité sur les points marseillais. Restez sur les points marseillais. Vous allez voir, toute l'actualité est ici. Voilà, vous la trouvez peut-être pas tout ailleurs, hein, je pense. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Suisse aimeraient se faire prêter François-Régis Mugg, le Camerounais, en deuxième partie de saison. Donc, moi, ça m'intéresserait. Voilà, il est sous contrat. Il vient de re-signer son contrat jusqu'en 2028, si je ne me trompe pas. Dites-moi dans le commentaire, je ne me rappelle plus. Il avait le maillot, je ne sais plus si c'est 2027 ou 2028. Je crois que c'est 2028. Donc, il a encore des années devant lui, du côté de l'OM. Si on le prête, ça serait intéressant. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il n'aura pas du temps de jeu. Quand il y aura les joueurs qui reviendront de la CAN, il ne jouera jamais. Donc, pourquoi pas le prêter? J'ai failli faire tomber mon verre. Le joueur a décliné sa convocation à la CAN, on le sait, pour grappiller du temps de jeu avec l'OM et espérer un prêt en fin de contrat de mercato. Voilà, c'est l'équipe qui hurlait ça. Et moi, je suis d'accord avec cela. J'espère qu'il soit prêté. Voilà, j'espère qu'il soit prêté. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous voulez qu'il soit prêté, les amis, ou pas? Est-ce que vous voulez le garder, qu'il ne joue pas? Voilà, qu'il ne prouve pas quelque chose. Voilà, il faut qu'il progresse. Il a que 19 ans. Il a largement le temps de progresser, je vous l'ai dit, jusqu'en 2028. Donc si on le prête soit dans un club de Ligue 2 ou en Suisse, il pourrait au moins comprendre la langue, parce qu'il parle français. Donc ça serait vraiment intéressant. Ou en Belgique s'ils veulent, mais ça serait intéressant. N'hésitez pas à réagir, ou même en Ligue 1, dans un club faible de Ligue 1, pourquoi pas? S'il aurait du temps de jeu, bien sûr. Cela dit, je pense qu'il serait mieux d'aller en Ligue 2. Le meilleur choix pour moi, c'est la Ligue 2. On en s'en souvient, n'oubliez pas, André Ayew, je vous l'ai dit la dernière fois, André Ayew est parti à Arles-Avignon, il est revenu à l'OM, il s'est imposé directement à l'OM parce qu'il avait eu cette expérience du football pro. Avant d'aller à Arles-Avignon, il n'avait pas de temps de jeu, et il est allé à Arles-Avignon, il a eu du temps de jeu, il est revenu, il était bien blindé. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être pour François-Régis Mugg, qu'il prenne un petit peu de l'expérience, qu'il arrive un petit peu à changer son style de jeu, ne pas foncer tout droit sur l'adversaire et attendre de prendre de vitesse. Non, il y a d'autres choix à faire. Une petite remise, un 1-2, tu peux jouer intelligemment, hein, François. Allez, on continue, n'hésitez pas à réagir sur François. Et maintenant, on va passer sur la fin de vidéo avec des petites rumeurs, voilà. Moïse Kean, c'est même pas une rumeur, c'est juste un avis comme ça. C'est un avis que j'ai et que vous avez envie de partager avec moi. Donc, Fabrizio Romano qui nous relaye dans la journée d'hier. La Juventus est prête à laisser partir Moïse Kean en janvier avec n'importe quelle formule. Un prêt ou un transfert. Au cas où elle recevrait la bonne proposition. Kean évaluera toutes les options cette semaine avec une préférence pour les clubs étrangers. Donc, il préférait partir de l'Italie. Donc, il est venu déjà en France. Peut-être qu'il parle français. Je ne sais pas s'il parle français. N'hésitez pas à me dire s'il parle français. Si vous l'avez entendu parler du côté des puputes. Voilà, donc, est-ce que ça vous intéresserait un Moïse Kean à l'OM? Est-ce que ça vous intéresserait un Moïse Kean à l'OM? Voilà, vous me dites oui, vous me dites non. Vous me dites pourquoi pas en prêt, sans option d'achat ou avec une option intéressante. N'hésitez pas à me dire pour Moïse Kean. Allez, on va sur les joueurs qui ont failli signer à l'OM et qui sont partis dans un autre club ou alors qui vont peut-être signer dans un autre club. Alors, on a l'équipe qui nous relaie. Gros coup pour Lyon, le FC Lyon, qui va signer qui? Qui va signer un joueur que je ne sais plus qui c'est qui avait relié ça, mais Gift Orban, je ne sais pas qui c'est qui l'avait relié. Gift Orban, la Gantoise, pour environ 13 millions à peine, l'attaquant nigérian de 21 ans, devrait voyager ce mercredi à Lyon. Il va s'engager jusqu'en 2028. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une piste olympienne, soi-disant. Mais voilà, donc il va signer du côté de Lyon. Voilà, c'est un bon attaquant, c'est dommage, hein, j'ai vu pas mal de choses de lui. Et c'est vrai que c'est un bon attaquant. Alors, je ne vais pas dire que Mumbagna est un mauvais attaquant, Faris. Voilà, il arrive, bonne chance à lui. J'espère qu'il sera très bon chez nous. Il a du potentiel, je l'avais dit dans la vidéo du 26 décembre pour Faris. Mais Gift Orban, pour moi, je ne sais pas si c'est pas au-dessus. Je ne sais pas. N'hésitez pas à réagir. Cela dit, le prix est au-dessus, puisque nous, c'est 8 millions et eux, c'est 13. Mais 13 millions, c'est pas très cher. Franchement, pour Gift Orban, c'est pas cher du tout. Donc, pas bonne chance à lui. J'espère qu'il descendra Ligue 2 avec Lyon et puis c'est tout. Allez, on enchaîne avec un autre joueur. Comme par hasard, aussi dans les pistes olympiennes, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas c'est qui l'avait relié. Valentin Rosier avec l'OGC Nice, qui va signer avec l'OGC Nice. Tiens, le club de mon fils, tiens, je ne sais pas. Depuis Besiktas, c'est parti. L'accord est scellé. Un accord de prêt avec clause d'obligation d'achat, selon Fabrizio Romano. Comprendre que les tests médicaux auront lieu ce mercredi, donc aujourd'hui.
Réagissez là, les amis, réagissez. Qu'est-ce que vous en pensez de ces pistes qui sont, voilà, qui sont reliées, qui sont pas, voilà, finalement, qui viennent pas et voilà, finalement, ils vont dans notre club. N'hésitez pas. Allez, un autre joueur qu'on avait parlé, c'était cet été. Voilà, c'était juste que je suis tombé dessus, j'ai fait oh putain la tête de pastèque. Et c'était, vous vous en souvenez de lui, Cuabano. Cuabano. Alors c'était un latéral aussi. Je crois que c'est gauche, latéral gauche, je crois en plus. Oui, c'est un latéral gauche. Comprendre que Turin. Donc, est-ce que c'est Torino ou la Juve? C'est Torino. Comprendre que le Torino a envoyé une offre officielle pour signer l'arrière latéral né à Grêmio 2003, Cuiabano. Les négociations sont en cours alors que Torino souhaite que le latéral brésilien soit sa prochaine signature. Vous vous en souvenez de lui? Qui c'est qui s'en souvient lui? C'est un latéral gauche, si je ne me trompe pas, qui était vachement offensif et qui était dans les pistes olympiennes cet été. Voilà, je vous ai un petit peu cité les pistes olympiennes qui sont à oublier. Voilà donc les amis, on se termine cette vidéo ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à réagir à chaque fois. N'oubliez pas, on est de plus en plus nombreux à regarder la vidéo sans être abonnés. Je ne vous demande pas tous de vous abonner, mais au moins les 2 tiers d'abonnés et 1 tiers de pas abonnés. Pour l'instant, c'est le contraire. Vous êtes à 65-70% de ne pas être abonné. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, un petit message, un petit like. Surtout le petit like, hein, c'est très très important. S'il n'y a pas de like, la vidéo n'est pas mise en avant. Et moi, je suis plus mise en avant. Ça ne sera plus le point marseillais, ça sera le petit point marseillais, tout en bas. Un tout petit point, on ne le verra même pas. Oh Théo, tu es là bah, je serai tout en bas. Voilà, n'hésitez pas à réagir à tous les sujets, c'est très important. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve ce soir, cet après-midi, 17h30, sur Twitch. N'oubliez pas, sur Twitch, petit live tranquille, avec le maillot du Maroc à gagner. Alors, je ne le ferai pas gagner à ce live-là, mais je le ferai gagner peut-être au live de dimanche. Dimanche, en avant-match de dimanche, celui de Rennes-Marseille, le petit Maroc, République démocratique du Congo, qui doit être sympa comme match, comme niveau, ça va être pas mal, je pense, j'espère. Voilà, je touche du bois, parce que Algérie-Angola hier, avant-hier, j'ai failli m'étouffer. Donc on espère que ça sera un bon match en plus, et pourquoi pas, je le ferai gagner avec une roue que je ferai tourner. Toutes les personnes qui seront présentes pendant le live Twitch de dimanche pour le Maroc-Congo, je ferai tourner la roue pour vous, les amis, ok? Rien que pour vous, et ceux qui voudront le maillot, bien sûr, du Maroc. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez l'OM les amis! À ce soir, à cet après-midi, et sinon à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.